Salut les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette belle journée d'automne ici en Normandie pour un épisode qui va être assez riche en histoire. On va pas se cacher, je vais essayer de pas te saouler, mais en même temps on va parler d'un événement tellement important de l'histoire du XXe siècle que c'est difficile de pas donner plein d'informations. Et la moto dans tout ça? Ah oui, t'inquiète pas, il va y avoir des petites routes, il va y avoir de la moto aussi évidemment. Je vais te montrer avec qui je suis accompagné. Il y a déjà Eric et Newton sur leur R1200 GS Adventure que tu connais bien maintenant si tu me suis. Il y a également la KTM 990 Adventure pilotée par Quentin, toujours fidèle au poste aussi. Alain, le petit nouveau, sera également de la partie avec sa Triumph 1050 Tiger. Et autre petit nouveau, Jérémy, le fils d'Alain, sur sa superbe Triumph Speed Triple 1050. Deux anglaises pour faire face à l'autrichienne et à l'allemande. Je trouve ça tout à fait dans le thème en fait. On va commencer cette première journée, ce premier instant, par la visite du bâtiment qui est derrière. Il s'agit en fait du mémorial de Caen. Et c'est beaucoup plus qu'un musée, il tient vraiment bien son nom, le mémorial. Il fait 14 000 m² sur 3 niveaux. Et puis, donc c'est un bâtiment qui regroupe tout ce qui concerne les guerres. Évidemment la Seconde Guerre mondiale en général, le débarquement en particulier. Et il est surtout très connu pour avoir des expositions permanentes et des expositions temporaires. Il existe depuis 1988 et c'est le musée français le plus visité en dehors de ceux qui sont en Île-de-France, avec pas moins de 400 000 visiteurs par an. Allez, c'est parti, je t'emmène. En attendant, générique. À vos ordres, chef. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Situé en périphérie de Caen, sur un bunker, le mémorial constitue donc notre première étape. Impensable de ne pas le visiter. Très complet, il retrace l'histoire dès la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide. Évidemment, la partie principale concerne la Seconde Guerre mondiale, vue des différentes armées, mais aussi des peuples des pays engagés et de la résistance. On y voit les stratégies, les drames humains, les personnages clés, les victoires et les échecs face à l'armée du Troisième Reich. On y apprend comment et pourquoi le débarquement a été conçu, ainsi que ce qui s'est déroulé sur les plages normandes des premières heures du 6 juin jusqu'à la chute des armées SS. Pour une visite correcte, moyennant une vingtaine d'euros, il faut compter une demi-journée, et une journée complète pour une visite exhaustive de tout le mémorial. On laisse derrière nous le mémorial de Caen et on va se diriger vers notre deuxième étape qui est juste à côté, au nord de Caen. C'est le Pegasus Bridge. En fait, Pegasus Bridge, c'est le pont de Bénouville. C'est pas toujours appelé Pegasus Bridge, tu te doutes bien. Allez, on va aller voir ça. Effectivement, le pont de Bénouville, situé sur la commune du même nom, fut rebaptisé Pegasus Bridge après le 6 juin pour faire honneur au blason des parachutistes anglais de la 6e division aéroportée qui se batturent ici, dont l'emblème était un Pégase. À l'origine, il est un simple pont basculant, d'où son architecture caractéristique avec son énorme contrepoids. Conçu en 1935, le pont que tu vois est en fait une copie, plus long et plus large, plus adapté au trafic, et qui date de 1994. Le vrai pont existe toujours puisqu'il est au musée de la Speg, situé non loin. Ce pont était d'une importance stratégique pour les Alliés. Si les Allemands l'avaient détruit, les Britanniques auraient été isolés et n'auraient pu être ravitaillés. Si les SS l'avaient gardé, il leur aurait permis de lancer leurs chars vers les plages. En plus des parachutistes, d'autres soldats vinrent en renfort, en planeur, dont l'un d'entre eux réussit l'exploit de se poser à 47 mètres du pont seulement, sans se faire remarquer par les gardes allemands. C'est aussi ici que le premier soldat allié est mort au combat le jour J. Il s'appelait Herbert Brotheridge. Après le pont, on roulera quelques kilomètres en direction du nord, passant non loin du musée du mur de l'Atlantique, pour rattraper les premières plages normandes, comme ici à Sword Beach, que l'on longe sur la D514, traversant au passage des villages comme Lyon-sur-Mer ou Luc-sur-Mer. Avant de redescendre un petit peu dans les terres, jusqu'à notre étape suivante. Bon, là on est descendu jusqu'à Revier, mais en fait on vient de passer devant le cimetière canadien et on a le temps au niveau des programmes. Je me dis que ce serait dommage de passer à côté et de pas s'y arrêter. C'est quand même quelque chose d'important à aller voir aussi et ça compte. Donc on va aller jeter un œil.
Très bonne idée et en plus, on ne va pas du tout regretter. Voilà. On va aller se poser 5 minutes pour aller observer le cimetière canadien. Le cimetière militaire canadien, évidemment. On voit ici la célèbre feuille d'érable. Voilà. Donc, c'était pas spécialement prévu au programme. Mais on va aller le voir quand même. On a le temps dans le planning. Donc, voilà, on n'est pas pressé du tout aujourd'hui. On n'a pas spécialement de contraintes. Donc, on va en profiter pour aller jeter un œil. Ce cimetière se situe à Bény-sur-Mer et est l'un des 2 plus gros cimetières canadiens. Spécifiquement canadien, donc, il y a toutefois un Français, Monsieur Guénard, résistant et tombé à leur côté, qui est enterré ici. C'est le premier des mémorials qu'on va visiter durant ces 2 jours. C'est pas le plus grand, mais il compte quand même malheureusement 2049 tombes qui correspondent à autant de soldats canadiens qui sont morts pour la France entre juin et juillet 1944. Bien entendu, il y en a eu beaucoup plus qui ont été tués avant et beaucoup plus qui ont été tués après encore. Tous ces soldats que tu vois ici ont été enterrés souvent une première fois près de là où ils sont tombés et puis ont été déterrés et regroupés ici dans cette concession qui a été faite par la France au Canada. Donc ici, nous sommes en fait au Canada et d'ailleurs ça se voit derrière moi, tu vois, des érables qui poussent. Je trouve que c'est plutôt une très bonne idée d'avoir planté des érables ici. Parce que comme ça permet à tous ces Canadiens jeunes et morts pour la France de se sentir peut-être un petit peu plus chez eux dans leur dernière demeure. C'est une bonne idée. Absolument, c'est un bel hommage. Et fort heureusement, tous les soldats canadiens débarqués ne sont pas tombés pour la France. Nous avons rencontré 7 hommes, Gérard Ferdonck, sous-officier et chef de char au moment du débarquement. Hollandais d'origine, il a fui le régime nazi jusqu'aux USA. Voulant absolument s'enrôler dans l'armée américaine, mais trop jeune, puisqu'il n'avait que 17 ans à l'époque, il a rejoint l'armée canadienne pour être formé et libérer l'Europe. Du haut de ses 17 ans, t'imagines toi? Un immense respect à ce monsieur. C'est pareil, pour tirer, les obus avaient une couleur. D'accord. Il y a du rouge, il y avait du bleu, il y avait du noir, il y avait du blanc. Suivant ce qu'on voulait attaquer, on prenait un rouge. En puissance pour Oui, pouvoir pour pénétrer savoir dans si c'était un perforant, si perforant. c'était un explosif, et si c'était un fumigène, si c'était un incendiaire, voilà. C'était ça. Un témoignage extraordinaire de ce grand homme de l'époque. Bon, et alors là, on s'est posé dans le port de Corcelles. On va aller boire un petit coup parce qu'en fait, il fait beaucoup plus chaud que prévu. Il fait un ciel super bleu alors qu'ils avaient prévu un temps dégueulasse toute la journée. Donc on a vraiment du bol. Par contre, les mouettes, elles foutent un bordel. C'est un truc de dingue. Je sais pas si tu les entends là dans le téléphone, mais c'est terrible. Ouais, on les entend. Allez, à la vôtre, nous on va aller boire un coup. Ah ça, c'est une excellente initiative pour bien aborder la suite, qui consiste à longer la côte quelques kilomètres encore jusqu'à notre 3e stop, le port artificiel d'Arromanches. Il y a eu non pas un port artificiel de construit, mais 2. L'ensemble s'appelait Port Mulberry A et B. A pour américain, B pour british. Il y avait celui d'Omaha Beach, qui fut détruit le 19 juin 1944 par une énorme tempête, et celui d'Arromanches, dont tu vois les ruines ici. Il s'agissait d'énormes blocs de béton flottants, 212 en tout, ça fait beaucoup de gros parpaings, construits en Angleterre et acheminés ici par la Manche,
qui furent coulés et assemblés entre eux pour permettre aux navires qui acheminaient le matériel de s'approcher au plus près des plages et éviter aux armées de prendre un port déjà existant par la force. Il est dit que ce port a joué un rôle décisif dans la bataille de Normandie, tout au moins jusqu'à ce que Cherbourg et son port soient récupérés aux Allemands. Je profiterai des derniers kilomètres à parcourir de la journée pour me délecter de l'atmosphère créée par les lumières, les couleurs, la brume. On est en Normandie, ça ne fait aucun doute. Ah tiens, d'ailleurs, voici les passerelles qui étaient montées sur les berges en béton qu'on a vues tout à l'heure à Romanche. « 8h15 ce matin, on est réveillé, enfin, je suis réveillé. T'as pas une tête de réveiller. Les autres dorment encore, il y en a certains qui prennent leur douche. On va pas tarder à prendre un bon petit déjeuner. On a dormi dans ce corps de ferme là que tu vois derrière. C'est plutôt agréable, très sympa. Je te mettrai le lien en description. Et puis ensuite, on va se prendre donc le petit déjeuner. On va laisser la météo le temps de se réveiller aussi, parce que tu vois, il fait un temps typiquement normand en fait. Bon, c'est pas désagréable, c'est la journée qui va démarrer tranquillement. Et puis ensuite, on va remonter un tout petit peu à Romanche et on va bifurquer quasiment tout de suite pour aller voir les canons de Longues sur mer. On va interviewer quelqu'un qui est toujours avec nous, mais qu'on voit pas beaucoup finalement. Le petit loustic, Newton. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette balade? Pas très bavard. T'es pas du matin? Bah, comme son maître, hein. Le petit-déj, fourni par Emilien et Lorraine, nos hôtes, a fini par nous réveiller et nous donner la pêche pour la matinée. Et c'est tant mieux car le programme s'annonce très chargé. Et on commence donc la journée par les batteries allemandes de Longues-sur-Mer, en arrivant sur un parking déjà blindé en fait, et en plein travaux. Du coup c'est raté pour la tranquillité quoi. Ah, c'est pas toujours simple de garer 5 motos. Ici, on est sur le mur de l'Atlantique, ouais, même si on est sur les côtes de la Manche. L'ensemble du site comprend 4 canons et différentes installations défensives. On est pile entre Omaha Beach et Gold Beach. Étant connu des Alliés, le site fut énormément bombardé par les avions et les navires, empêchant la batterie d'être pleinement opérationnelle le jour J et permettant aux Anglais de prendre le site dès le lendemain, le 7 juin 1944. Aujourd'hui, l'ensemble, bien conservé, est classé monument historique. Toi qui aimes bien les chiffres, je vais t'en donner quelques-uns. Tu peux voir que mon compagnon de gauche, là, bonjour monsieur, envoyait des obus de 15 cm à 20 000 mètres de portée droit devant. Donc effectivement, géographiquement, tu peux te dire que les batteries étaient assez à l'intérieur des terres par rapport au bord de la plage, peut-être 700-800 mètres, mais c'est pas vraiment ça qui les dérangeait, puisque ça permettait quand même de bien les protéger tout en envoyant des obus à 19 km droit devant. Et puis l'articulation permettait aussi d'envoyer des tirs aussi bien à Omaha Beach, complètement à l'ouest, ou même à Romanche sur le port artificiel complètement à l'ouest.
observera une dernière fois les 4 bunkers en reprenant la route. La belle route, devrais-je même dire, car il faut bien avouer que toutes les routes empruntées sur ce trip sont un régal à moto, même en roulant soft. Les paysages et les villages traversés, avec leurs maisons parfois très charmantes, nous rappellent combien la Normandie est une belle région. Les 3 étapes suivantes ne sont séparées que d'à peine 3 ou 4 km. Il s'agit d'un musée, sans prétention et pourtant qui mérite le détour, suivi du cimetière américain et de la plage d'Omaha. Ah oui, pardon monsieur, je voudrais me garer juste là où tu es. Voilà, là on est à Colville-sur-Mer, juste à côté, à Lebray, petite commune qui est juste à proximité. Et le grand bâtiment en béton que tu vois derrière moi, c'est le Overland Museum. Tu vois, à droite là derrière ma tête, il y a le logo du musée. En fait, c'est un petit musée, mais assez riche et intéressant, qui est exclusivement consacré au jour du débarquement et aux quelques jours qui ont suivi le débarquement, et pas à la Seconde Guerre mondiale complète. Il est d'autant plus riche et intéressant qu'en plus à l'extérieur, il y a certains modèles de chars et de jeeps qui sont exposés. Et vraiment, je te conseille de faire la visite si tu es dans le coin. C'est pas trop long, pas très cher et hyper intéressant. Exactement, et d'ailleurs tu peux voir d'autres outils militaires, comme ces étoiles en acier et ces triangles en béton armé allemands qui servaient à empêcher les bateaux de débarquer sur les plages, ainsi qu'un bout de pont artificiel suffisamment solide pour qu'une armée de tanks roule dessus sans qu'il cède. On y trouve également ce petit canon allemand sur pied. Si, il est petit. Il fut utilisé en Afrique, comme tu peux le voir à ses couleurs spécifiques. Dis-toi qu'il envoyait déjà des obus grosses comme une balle de tennis. Valait mieux pas être en face. Tu l'as dit, on y voit également des jeeps et des chars allemands ou américains, et qui ne servaient pas tous à tirer des obus. Le point commun à tous ces éléments, leur état de conservation et de restauration exceptionnel. À peine un coup de gaz plus tard et nous nous retrouvons dans le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Il n'est pas le seul cimetière américain en France, non, mais il est le plus connu et le plus grand. Implanté d'ouest en est, face à la plage d'Omaha, il fait plus de 70 hectares. Il fut inauguré en 1956, date du mémorial qui l'accompagne. Mais dès le 8 juin 1944, il y eut un cimetière provisoire appelé Saint-Laurent qui sera transformé par la suite. Comme le cimetière canadien que nous avons vu hier, la France a fait une concession perpétuelle des terres aux États-Unis. En plus des 9386 tombes surplombées par la croix latine ou l'étoile de David réalisée en marbre blanc, il y a un jardin fait en l'honneur des 1557 disparus. Je précise quand même que 14 000 soldats morts et enterrés en Normandie ont ensuite été rapatriés aux USA pour leur famille. Très prisé, il est visité par plus d'1 million de touristes par an, dont il m'a semblé que la moitié était présent aujourd'hui, tellement il y avait de monde. Quant à Omaha Beach, elle est l'une des 5 plages où le débarquement a eu lieu. Ce sont essentiellement les Américains qui ont débarqué ici avec les Anglais. Et c'est aussi là qu'il y a eu le plus de pertes, puisque 15 000 hommes sont morts sur la plage que tu vois, oui 15 000, le jour du débarquement, lui donnant une couleur rouge et lui valant le surnom de Bloody Omaha, littéralement Omaha la sanglante. Face à eux, 2000 soldats allemands seulement, mais surarmés, surprotégés et très bien préparés. Il faut savoir que 2 divisions américaines ont débarqué ici. La première division, surnommée la Big Red One, qui est très expérimentée, et la 29e, qui n'a jamais combattu auparavant. Ouais. Il faut aussi savoir que rien ne s'est passé comme prévu. Les bombardements préventifs n'ont pas été aussi efficaces que prévu. La météo est mauvaise, avec une mer très agitée, un vent fort et une visibilité médiocre. La plupart des chars amphibies finissent par couler, et de nombreuses barges de débarquement dérivent ou s'échouent sur les obstacles allemands. Les troupes débarquent dans le désordre, les communications sont quasi nulles, beaucoup de matériel est perdu, et le tout prend énormément de retard. Il fut même question à un moment d'abandonner le site, vu les pertes humaines accumulées. Mais à force de ténacité et d'acharnement, petit à petit, des percées dans les lignes allemandes sont faites, affaiblissant l'armée SS,
jusqu'à la victoire. La liberté a un prix. Là, je me trouve sur un des bunkers de la zone de la Pointe du Hoc. Donc tu peux voir qu'il y a des passerelles qui ont été aménagées pour que les touristes puissent venir voir sans prendre le risque de se blesser, avoir une belle vue d'ensemble et ne pas non plus endommager le bunker, même si c'est hyper solide. Mais on est bien à la Pointe du Hoc, tu vois, elle est juste derrière moi. Alors en plus d'être un endroit géographique hyper beau de la Normandie, c'est aussi un endroit stratégique, que ce soit pour l'armée américaine ou pour l'armée allemande. Bien sûr, c'était une zone qui était tenue par l'armée allemande. Il y avait des photos aériennes qui ont été prises peu de temps avant le débarquement qui disaient que la zone était surarmée et qu'il fallait absolument que ce soit neutralisé avant que le débarquement ait lieu pour que ce ne soit pas un carnage. Ils ont donc envoyé la 2e division de Rangers américains pour libérer la zone peu de temps avant le débarquement. Plusieurs hommes, ils sont quasiment tous morts avant que le dernier ou presque arrive à prendre quelques bunkers pour se rendre compte que finalement les Allemands étaient partis 1300 mètres plus loin dans les terres pour se protéger plus facilement. Il restait ici qu'une dizaine d'hommes allemands avec quelques mitraillettes, pas plus. Et on voit bien que le terrain est complètement défoncé. La zone a tellement été bombardée par les Alliés, avec plus de 200 tonnes de bombes larguées sur les 2 derniers bombardements, que le sol a gardé, 77 ans après, des stigmates des explosions. Le jour J, 3 navires et 19 bombardiers pilonnèrent encore la zone. Les premières barques qui devaient arriver ici ont été débarquées 2 km plus à l'est, à cause du courant et de la météo. Les premiers soldats ont finalement débarqué ici à 7h10 et les renforts furent déposés à Omaha Beach, bien plus loin. 225 rangers en tout ont débarqué ici et les 3/4 sont morts. Est-ce que tu remarques qu'il y a quelque chose de particulier sur le clocher? Pas là, non. Rapproche-toi, voir. Là, je suis devant l'église de Sainte-Mère-Église, donc église ultra connue, en compagnie de John Steele, qui est là-haut. Enfin, là, c'est pas lui, c'est un mannequin quand même, puisque John Steele, il est mort en 69. John Steele, il est ultra connu parce que c'est le parachutiste qui a sauté donc en compagnie de milliers d'autres de ses camarades sur les plages de Normandie pour libérer les communes, sachant que Sainte-Mère-Église est une des communes qui a été libérée en premier, en fait. Et il s'est accroché, comme tu peux le voir là-haut, il s'est accroché à l'église. Il est resté une partie de la nuit après avoir été blessé pendant sa descente. Ce qui l'a surtout rendu célèbre, c'est l'apparition de cette histoire dans le film Le Jour le plus long, qui a pas mal transformé les choses. Par exemple, dans le film, tu vois qu'il fait tomber son couteau pour se détacher du parachute au pied des soldats allemands. Alors effectivement, il a fait tomber son couteau, il l'a perdu, mais il n'y avait pas de soldats allemands à ce moment-là. Dans le film, tu entends les clochers qui sonnent et qui le rendent sourd. En fait, effectivement, il y a eu des clochers qui ont sonné, mais il n'est pas devenu sourd. Par contre, il a quand même bien été blessé, et puis effectivement, il a été fait prisonnier par les Allemands. Mais il est mort de sa belle mort en 1969. Voilà, et c'est au pied de cette église du coup que se termine notre road trip de 2 jours sur les routes du débarquement. J'espère que ça t'a intéressé. Si oui, tu mets un petit pouce vers le haut, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne bien sûr et puis à mettre des commentaires. Bon, t'as vu, on a fait un tour non exhaustif, il y a énormément de choses à voir sur cette histoire. Que ce soit des musées, des plages, des monuments, vraiment il y a plein de choses intéressantes. Et puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier à mon avis. Cette histoire a fait que nous sommes tels que nous sommes aussi aujourd'hui en France, dans un pays libre. Donc si tu es dans le coin, eh bien, je te conseille vivement quand même, je te recommande vivement, en moto ou pas d'ailleurs, de venir faire un tour pour au moins voir quelques-uns de ces sites.
ça fait partie du patrimoine en fait, c'est au-delà de la simple histoire. Eh bien écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas, tu fais comme d'habitude, tu commentes, tu partages, tu likes. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes évidemment. Allez, la bise à tous.